Bonjour tout le monde, la communauté de recherche-action sur les droits économiques et sociaux, Comrade, est très heureuse de vous accueillir à son tout premier événement de son cycle de conférences pour l'année universitaire 2022-2023. Cette première conférence adressera les enjeux, les implications de l'affaire Toussaint pour la justiciabilité des droits socio-économiques au Canada. Et la communauté de recherche-action sur les droits économiques et sociaux, c'est un développement de partenariat nouvellement constitué qui est dirigé par la professeure de droit ici de l'Université Laval, Christine Vézina. La communauté regroupe des acteurs du milieu académique ainsi que des acteurs du milieu institutionnel, de la société civile et de la pratique clinique du droit. Et notre objectif est de propulser les droits économiques et sociaux à titre de réponse juridique à l'exclusion et aux rapports sociaux inégalitaires dans les pratiques des droits de la personne. Alors, sans plus tarder, je présente les conférenciers que nous remercions chaleureusement d'avoir accepté de venir présenter leur travail dans le dossier Toussaint, qui est un dossier très important en matière de droits sociaux, particulièrement en matière d'accès aux soins de santé pour les migrants au statut irrégulier. Alors, je commence par Martha Jackman, qui est professeure de droit constitutionnel à l'Université d'Ottawa, où elle enseigne dans le programme de Common Law en français depuis 1988. Elle est membre et ancienne présidente de l'Association nationale Femmes et Droits et ancienne membre du conseil d'administration de la Coalition canadienne de la santé. En plus de représenter le Charter Committee Coalition dans l'affaire Toussaint contre Canada, elle a défendu le droit à la santé dans plusieurs affaires de type charte, notamment devant la Cour suprême du Canada. En 2015, elle a reçu le prix Touchstone de l'Association du barreau canadien et en 2017, elle a été élue à la Société royale du Canada. Ses intérêts de recherche portent sur les droits économiques et sociaux, le fédéralisme, l'égalité et l'accès aux soins de santé. Ensuite, nous avons avec nous Bruce Porter. Alors, Bruce Porter est directeur du Social Rights Advocacy Center. Il est boursier maîtrise et ancien membre de la Commission ontarienne des droits de la personne. Il a été consultant auprès du Haut Commissariat aux droits de l'homme de 2014 à 2020, agissant en tant que conseiller principal du rapporteur spécial des Nations unies sur le droit au logement. Il a également été co-directeur de 2 projets de recherche sur les droits économiques et sociaux financé par le CRSH sur 6 ans. Il a coédité plusieurs ouvrages, articles et chapitres de livres sur les droits sociaux. Il a soutenu plusieurs litiges en matière de droits sociaux au Canada et à l'étranger, dont 13 interventions devant la Cour suprême du Canada. Il a représenté Neil Toussaint devant le Comité des droits de l'homme des Nations unies sur l'accès aux soins de santé pour les migrants irréguliers au Canada. Et enfin, il a été le fer de lance de l'intervention dont nous allons parler aujourd'hui devant la Cour supérieure de l'Ontario pour une coalition d'organisations s'opposant à la requête du Canada en radiation de la procédure déposée par Mme Toussaint, suite en fait au refus du Canada de mettre en œuvre la décision du Comité des Nations unies. Alors, sans plus tarder, je leur cède la parole en leur remerciant une dernière fois pour leur présence aujourd'hui et pour venir nous présenter les implications de l'affaire Toussaint. Alors, merci. Comrade. Et ultérieurement, ce webinaire sera aussi disponible sur la page du site Internet de la communauté de recherche. Une dernière petite précision, vous voyez au bas de l'écran, vous avez l'option de choisir la langue de votre choix à travers l'icône interprétation. Donc, en bas de l'écran vers la droite, l'icône interprétation, vous pouvez choisir donc l'anglais ou le français. J'aurais peut-être dû le dire avant de présenter nos invités. Mes excuses pour ceux qui n'auraient pas eu accès à la traduction en temps opportun. Je pourrai bien sûr répondre à vos questions par la suite. Voilà. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à nos conférenciers. Merci infiniment, Christine. Et Bruce et moi sommes ravis d'être parmi vous aujourd'hui. Et d'ailleurs, on est super reconnaissants d'avoir été invités à participer au projet Comrade. Et aussi, Valérie, merci beaucoup pour ton appui précieux. Alors, nous allons diviser notre présentation. Bruce va débuter en anglais, donc pour les fins de traduction, en présentant le contexte de l'affaire Toussaint. Par après, je ferai un survol, j'espère assez rapide, du litige et Bruce donc reprendra parole pour discuter des
des implications stratégiques pour l'avenir du litige dans le domaine des droits socio-économiques. Alors, je passe tout de suite la parole à Bruce. Well, thanks very much, Martha and Merci Christine. beaucoup, And Martha. as Et Martha said, Christine, et comme Martha a dit, nous sommes très honorés d'être parmi vous research project which pour présenter cette excited. recherche et nous sommes très excités. I am particularly interested Je in suis particulièrement intéressée à développer context with the important work that's un happening. meilleur contexte par rapport à ce qui se passe au Québec et dans le Canada plus large anglophone. Donc, c'est une opportunité d'échanger des idées Trying to et de communicate a little better s'assurer with qu'on est en train de qu'on communique mieux entre ces deux mondes, anglophones, francophones, et de partager tout ce qui est pertinent. I'm just going to give a little bit of a Donc, je vais background juste to donner un peu to be working. un aperçu sur comment on a commencé à travailler avec Nell Toussaint. Very slowly, Donc, particularly for marginalized comme on sait, groups. la roue de la justice roule très lentement. Donc, Nell vivant en pauvreté, Came to Nell Canada Toussaint, in elle est venue 1999. au Canada en 1999 de la Grenade. C'est une femme noire qui est venue comme visiteur et elle s'est retrouvée à rester ici. Quand je l'ai rencontrée la première fois, elle travaillait au Canada pendant 8 ans. Elle était très valorisée par ses employeurs. Elle payait ses impôts. Elle est venue au Canada en santé et excitée à commencer une nouvelle vie. On a commencé à travailler avec elle la première fois quand son employeur lui a conseillé de postuler pour la résidence permanente sur le fonds de compassion humanitaire. Et il faudrait avoir 550 $ pour cette application. Donc, comme j'avais travaillé sur des questions d'accès à la justice, on m'a invité à venir sur ce cas, travailler avec elle. Donc, j'avais déjà beaucoup d'expérience pour travailler avec des personnes qui ont la difficulté à cause de la pauvreté à avoir accès à la justice sur ces. Et quand on a amené son cas au ministre, il a été obligé à la considérer. Et même s'il a rejeté sa demande, nous avions dit que c'était dans la matière d'accès à la justice qu'elle avait été niée sur son statut. Donc, quand quelqu'un. Sa demande à ce moment-là a été mise de l'avant parce que nous avions été reconnus, mais on a commencé par la suite. On a été mis en pause parce qu'elle faisait face à des enjeux de santé très, très graves, le diabète. Elle avait des embolismes, elle était à risque pour une crise cardiaque. Elle aurait pu perdre des membres. Donc, c'était vraiment très sévère. Donc, en 2009, elle a postulé pour le programme de santé intérimaire et sa demande a été rejetée parce qu'à cause de son statut d'immigration irrégulier. Donc, cela a mené à une longue commission sur ça. So at the federal court, the first instance, donc, à la Cour fédérale, la première sentence qu'ils ont donnée, c'était que quand quelqu'un Justice then found on the evidence from the medical evidence that Nell's life was placed at risk. Les preuves médicales qu'ils avaient présentées, qu'il y avait des conséquences très graves à long terme à Mme Toussaint, ils ont fait référence à la partie 7 de la Charte des droits et libertés humains pour qu'on puisse considérer ces demandes comme étant valides. Donc, beaucoup de cette enquête a été basée sur les trouvailles sur le risque de santé et l'importance de ce qu'on fait quand on travaille avec quelqu'un qui avait vraiment faisait face à un risque à sa vie. Donc, elle devait avoir de l'accès à quelques formes de soutien de santé. Donc, la Cour d'appel but did suggest that the operative cause of the violation of the right to life was Nell's decision to remain in Canada without legal status. Nevertheless, the main
thrust of the litigation and the main findings that Nell's life was placed at risk were remained. At the federal court and upheld at the Federal Court of Appeal was this idea that the violation of the right to life under Section 7 was in accordance. I'm sorry, Bruce, to interrupt, but the translator just asked me if you can slow down a little bit. Slow down, okay. Yes, I'm sorry. Thank you very much. Thank you very much. It's Thanks really interesting. Really interesting. Thank you. Thanks for the reminder. I always need that. So the finding at the Federal Court of Appeal did uphold the findings of fact. Il pouvait s'entretenir au fait que c'était en accordance avec des principes de justice de nier une immigrante irrégulière des soins de santé essentiels parce que c'était dans l'intérêt du Canada à s'entretenir à leurs lois d'immigration. Donc, cette trouvaille était une trouvaille au niveau fédéral, était très perturbant comme élément dans ce cas parce que qui démontrait comment au niveau domestique, il y avait vraiment un mythe ou un stéréotype que les immigrants viennent ici pour prendre avantage du système de santé. C'était en train de s'entretenir à ce stéréotype. Quand on disait que des immigrants irréguliers venaient ici, et il y a en fait vraiment quelque chose appelé le syndrome de l'immigrant en santé, qu'ils émigrent quand ils sont en santé et qui viennent chercher de l'emploi dans les pays où ils viennent immigrer, et ils sont niés de l'accès au système de santé et que souvent les problèmes de santé surviennent beaucoup plus tard, mais en fait, ils sont motivés par leur bonne santé initialement. Donc, à la Cour d'appel, on a ramené ce cas et ils ont suggéré que le cas à Mme Toussaint soit qu'on considère qu'il y avait beaucoup d'immigrants qui sont en train de périr à la mer en venant dans des bateaux et tellement de migrants n'arrivaient même pas et que c'était important de considérer une approche qui s'intéresse à la justice des droits de la personne plus générale. Donc, et que il y avait une prétention comme quoi les implications de la santé n'étaient pas d'importance. Both at the court now, and it became dominant at the UN Human Rights Committee. And that's the idea of le cas a eu de la prominence à la Cour des Nations Unies. Donc, on a fait une réclamation par rapport aux droits de la personne. Au Canada, on a postulé que c'était important et devant le Comité des droits humains, nous avons aussi postulé que la demande de soins médicaux que Mme Toussaint a demandé dans un pays où nous avons un système de santé supérieur et que la demande à Nell qui a demandé que ses droits à l'accès aux droits pour sa santé et aux droits de la protection pour sa vie soient reconnus. Et le fait que sa vie était mise à risque, le Canada adopte cette idée que si on a le droit à la vie, que ce droit fondamental est juxtaposé à celui de l'accès aux soins de santé, qui est un privilège et non un droit. S'il est en train de s'entretenir à ce dernier, il est en fait en train de nier ce premier, et nous voyons une contradiction. Et Nell avait généralement accès à des soins d'urgence quand elle est en train de faire face à ces crises de santé. Elle s'est quand même facturée pour les coûts de ces soins d'urgence, mais elle avait accès de façon illégale en Ontario, comparé aux autres provinces. Et en Ontario, particulièrement, là, on voyait qu'elle se faisait nier pour ses droits fondamentaux. Il y avait une suggestion que peut-être le droit à la vie comme droit international fondamental impliquerait seulement des droits d'urgence, de santé d'urgence.
Et nous voyons que les preuves sont claires dans ce cas que l'accès à des soins d'urgence ne protège pas adéquatement le risque à la vie, particulièrement pour quelqu'un comme Nell qui gère des situations de santé très, très graves. Donc, ce que les cours au Canada ont trouvé, c'était que ce qu'ils offraient n'était pas suffisant et que les droits à la vie par rapport à la santé devaient être révisés. Si nous revenons à cette question fondamentale que le Canada questionne, on ne peut pas écrire et c'est cette question de santé dans les questions de droit à la vie. Et dans l'interprétation de droit à la vie, c'est quand même une question vraiment critique. Donc, Nell a ramené son cas à la Cour d'appel, à la Cour suprême du Canada. Elle a décidé de pousser plus loin et elle voulait vraiment faire questionner vraiment l'ampleur de non juste l'interprétation, mais la dissémination d'informations par rapport à cette question. Et on a amené cela au Comité des Nations unies. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce cas, et à d'autres pactes, mais dans cette situation, on parlait du pacte international sur les droits civiques et politiques qui a été ratifié par le Canada et de façon indépendante également par l'exécutif au Canada qui a ratifié ces deux pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et ceux relatifs aux droits culturels. Et on parle bien sûr des droits, la Déclaration universelle des droits de la personne des Nations unies. Mais en plus du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui permet, il y a un processus de plainte et qui reconnaît la compétence du Comité des droits de la personne des Nations unies de traiter de ce genre de violation si le plaignant a utilisé tous ses recours dans le pays d'accueil. Donc, on parle des cours d'appel, la Cour suprême du Canada pour ces enjeux de droit à la vie et de discrimination. Ensuite, elle s'est trouvée dans une position de présenter ce cas devant le Comité des droits de la personne des Nations unies. Et lorsque Nell a posé cette question sur le droit à la vie, le Comité des droits de la personne des Nations unies essayait de revoir le droit à la vie au niveau international. Et c'était probablement, il y a tellement eu de discussions, de débats à ce sujet. Et finalement, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu des développements lorsqu'on parlait de droit à la vie, et surtout en Amérique latine, en Inde, et bien sûr avec la Commission africaine, qui reconnaissait qu'on ne pouvait pas se permettre de traiter le droit à la vie comme une protection négative. Et surtout, on parle bien sûr d'exécutions extrajudiciaires, mais certaines des violations les plus systémiques pour le droit de la vie se produisent au niveau international. On parle par exemple l'échec de l'État s'il ne traite pas les causes systémiques qui empêchent d'accorder le droit à la vie, pas seulement dans le système de justice, surtout qu'on protège les exécutions extrajudiciaires, mais on parle bien sûr d'accès aux soins de santé, protection environnementale, on parle de logement décent. Et c'est devenu, bien sûr, un des enjeux de ce débat lorsque ces commentaires ont été formulés par le Comité des droits de la personne. Et dans le cas de Neil Toussaint, eh bien, ça a été présenté par le comité. Et c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas tenu compte auparavant, à savoir quelles sont les obligations de l'État pour donner accès à des soins de santé publics et comment
comment on peut nier l'accès à ces soins et comment on met la vie en danger. Donc, le Comité des droits de la personne des Nations unies, que j'appellerai dorénavant le comité, donc, ils ont émis ce nouveau commentaire qui a été adopté, la notion que le droit à la vie, voulant dire que c'est beaucoup plus qu'un droit. Ça veut dire qu'on parle de protection des droits économiques, accès au logement, aux soins de santé, à protection environnementale. Et bien sûr, avoir accès à la nourriture. Donc, ces exigences pour protéger le droit à la vie, maintenant, on les comprend au niveau international et qu'ils découlent de ce pacte international sur les droits sociaux et politiques. Et lorsque ce débat sur les commentaires généraux, le Canada s'opposait à ces commentaires. Il ne pensait pas que le droit à la vie voulait nécessairement dire le droit à une vie digne. Et lorsqu'on a publié la décision du comité sur l'affaire Toussaint, j'aimerais mentionner que tout ce processus de s'occuper de toutes ces plaintes, ça a pris 2 ans de travail ardu, de soumission de notre part pour Neil Toussaint, des réponses du gouvernement du Canada prétendant que c'était inadmissible pour différentes raisons, l'interprétation du pacte. Bien sûr, c'était tout simplement comme un procès. Et les décisions du comité ne sont pas considérées contraignantes au niveau international. Donc, en 2018, Neil a remporté une victoire devant le comité qui a décidé que son droit à la vie et le droit de non-discrimination dans ce contexte était une violation du droit à la vie à cause de son statut d'immigrante irrégulière. C'est devenu une violation du droit à la vie selon le pacte international et une violation du droit à la non-discrimination à cause de son statut d'immigrante. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est que le statut d'immigration est protégé. On peut le trouver sous, autre statut. Donc, on a suivi ce processus. Elle a épuisé tous ses recours. Les tribunaux canadiens ont interprété le droit à la vie d'une certaine façon, le comité d'une autre manière. Et que devait-elle faire? Nell, elle espérait que le Canada allait accepter la décision du comité. La jurisprudence est assez détaillée. Donc, les découvertes de cet organe que le Canada a reconnu, même si elles ne sont pas considérées contraignantes, mais elles ont une certaine autorité. Et le Canada, qui est passé à travers ce processus, a reçu ces décisions du Comité des Nations unies. Donc, on parle du statut des immigrants irréguliers. Donc, ils doivent fournir un recours à Neil. Donc, c'est similaire à ces recours à la Charte des droits de la personne canadienne. Elle a le droit à une indemnité. Et ce qui est essentiel dans ce cas, c'est qu'elle a le droit à une indemnité systémique pour s'assurer que ce genre de violation ne se répète pas. Et j'aimerais dire que par la suite, après le dépôt de cette plainte, eh bien, à la même époque, elle a été en mesure d'obtenir son statut de résidente permanente. Elle a eu accès aux soins de santé en Ontario, aux services publics, et elle a reçu des soins adéquats. Toutefois, elle a eu des répercussions très graves parce qu'elle n'a pas eu accès aux soins de santé d'une manière, à l'époque, elle a perdu sa jambe, elle a eu un AVC, elle a de la difficulté à s'exprimer, elle est déterminée d'obtenir des résultats dans cette affaire. Maintenant, l'enjeu, on parle de recours systémique. Le Canada décide que ce point n'est pas valide et d'un point de vue international, c'est valide puisqu'on a présenté cette plainte devant le comité et qu'ils y ont eu des commentaires, qu'on a découvert qu'il y avait une violation des droits. Le Canada doit agir de bonne foi et
bien sûr, adopter cette décision. Et voilà où nous nous trouvons, voilà où nous en sommes. Pardon, le Canada, on a exigé que le Canada devait répondre à la décision du comité en 180 jours et savoir comment ils allaient agir. Et la réponse du Canada, ils ont présenté leurs anciens arguments disant qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'interprétation du droit à la vie et ils ont même référé à leurs objections à cette décision. Ils ont dit que vous confondez le droit aux soins de santé avec le droit à la vie. Le statut d'immigration, ce n'est pas quelque chose qui est muable. Selon la décision de la Cour d'appel, a découvert que le statut de migrant, ce n'est pas quelque chose qui est immuable. Ils ont défendu la décision des tribunaux canadiens et leur propre interprétation étroite de la loi. Et c'est assez intéressant de savoir que le Canada a refusé d'adopter la décision du comité. Le comité a dit que le Canada doit s'assurer que les migrants irréguliers aient accès à des soins de santé essentiels lorsque leur vie est en danger. Et par leur refus, le Canada a dit « Nous avons des préoccupations à propos de nos systèmes de soins de santé », c'est qu'ils ont défié le comité. Ils ont remis en question la compétence du comité. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec leur interprétation du droit de la vie selon le Pacte international des droits civils et politiques et qu'ils n'allaient pas accepter leur décision. Donc, que ce soit sous la loi domestique ou internationale, on n'essaie pas de remettre en question bien sûr, ça revient aux tribunaux de débattre des compétences de certains organes. Le Canada refuse d'adopter cette décision. Donc, elle a décidé de se représenter devant les tribunaux pour contester la décision du Canada et pour qu'on puisse intégrer cette décision du comité à propos des migrants irréguliers à qui on refuse toujours l'accès aux soins de santé et leur vie est toujours en danger. Voilà où nous en sommes. Maintenant, je vais céder la parole à Martha Jackman afin de vous expliquer la décision de la Cour supérieure de l'Ontario et pourquoi on devrait être préoccupé. Il devrait être préoccupé et de revoir la décision du Canada de ne pas mettre en place une décision du comité qui n'est pas déclarée comme contraignante. Merci beaucoup, Bruce. Alors voilà, où en sommes-nous en 2020? Madame Toussaint se présente à la Cour supérieure de l'Ontario pour plaider. Et encore une fois, elle invoque la Charte canadienne des droits et libertés. Et donc, comme Bruce l'a expliqué, l'article 7 de la Charte canadienne garantit à tous et à toutes un droit à la vie, à la liberté et à la sécurité et prévoit qu'on ne peut porter atteinte à ces droits qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. Donc, Mme Toussaint invoque son droit à la vie et à la sécurité à l'article 7 et elle prétend que le refus du gouvernement du Canada de mettre en application les constatations du comité en ce qui a trait à l'accès aux soins de santé par les migrants sans statut est fondamentalement injuste. Et ça pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est un refus discriminatoire à l'égard des immigrants ou des migrants sans statut. Deuxièmement, d'après Mme Toussaint, c'est complètement irrationnel ou arbitraire. Le gouvernement du Canada
prétend qu'on refuse accès aux soins pour dissuader la migration, pour dissuader les gens de venir au Canada profiter du système de soins de santé. Mais tel que Bruce l'a expliqué, la preuve déposée à la Cour fédérale indiquait clairement que c'est vraiment une présomption fondée sur les stéréotypes que les migrants viennent au Canada pour jouir du système de soins de santé. Donc, l'idée que c'est pour ça qu'on refuse accès est arbitraire, d'après Mme Toussaint. Et enfin, Mme Toussaint prétend que l'atteinte à son droit à la vie et à la sécurité, en raison du refus de mettre en application les constatations du comité, viole les principes de justice fondamentale enchâssés à l'article 7 de la Charte canadienne, parce que ce refus viole le principe en droit international que le Canada doit mettre en application ses engagements internationaux en bonne foi, et là, en bon latin, le principe de pacta sunt servanda, que Monsieur le juge Lebel a reconnu quand il était à la Cour suprême dans l'affaire Kazemi. Donc, l'idée que les principes de droit coutumier, tels que le principe qu'on doit appliquer les engagements internationaux en bonne foi, c'est un principe de justice fondamentale, et le Canada a violé ce principe quand on a refusé de mettre en application les constatations quant à l'accès aux soins de santé. Madame Toussaint prétend également, tel que Bruce l'a mentionné, que son droit à l'égalité sans discrimination fondée sur son statut d'immigrante, garanti à l'article 15, qui protège qui offre ou qui garantit la même protection et les mêmes bénéfices de la loi à tous et à tous sans discrimination. Madame Toussaint invoque l'article 15 de nouveau. À l'automne dernier, donc à l'automne 2020, le procureur général du Canada dépose une demande de radiation de la demande de Mme Toussaint en alléguant que sa demande n'a aucune cause valable. Et donc, avant même de passer au procès, qui sera évidemment le procès où on va présenter la preuve, les arguments, le procureur général tente de faire radier la demande. Et c'est la même chose qu'on a fait, par exemple, dans l'affaire Tanujaja en 2013-14, quand une réclamation fondée sur la charte en Ontario en matière d'accès au logement et l'exigence pour le gouvernement canadien et ontarien de développer une stratégie pour combattre le sans-abrisme. Le procureur général a fait la même chose, une demande de radiation, et a réussi dans cette cause-là. Donc, c'est une stratégie extrêmement populaire chez les procureurs généraux d'essayer avant même que la plainte soit entendue sur le fond, de déposer de telles demandes de radiation. Et tel que Bruce, encore une fois, l'a expliqué, le procureur général soulève les mêmes arguments qu'on a fait avec beaucoup de succès à la Cour fédérale, mais les arguments qui ont échoué au Comité des droits de l'homme, notamment le procureur général prétend que la question de l'accès aux soins de santé a déjà été décidée de façon négative par les tribunaux canadiens. D'ailleurs, que les gouvernements au Canada n'ont aucune obligation positive de prendre des mesures pour assurer l'accès aux soins ou aux services qui protégeraient la vie ou la sécurité. Et ça ne vous étonne pas que le procureur général se fie beaucoup sur la décision de la Cour suprême dans l'affaire Gosselin, où on a rejeté une demande fondée sur l'article 7 en matière d'accès à un revenu minimal, et que le procureur général se fonde également sur la décision de la Cour suprême, de la majorité de la Cour suprême dans l'affaire Shaoli en 2005, où la majorité de la Cour a conclu que
la Charte québécoise et la Charte canadienne protègent l'accès aux soins de santé privés, si on peut les acheter, empêchent au gouvernement de limiter l'accès à l'achat des soins privés, mais n'accordent pas un droit positif à l'accès aux soins de santé en fonction du besoin. Donc, le gouvernement canadien soulève cette jurisprudence et prétend que la demande de Mme Toussaint est mal fondée parce que la jurisprudence établit de façon claire qu'un droit d'accès aux soins de santé n'est pas protégé sous la Charte canadienne. Et tel que Bruce l'a déjà souligné, en faisant cet argument, le procureur général déforme carrément l'argument de Mme Toussaint, qui ne plaide pas un droit à la santé, mais qui revendique plutôt son droit à la vie et à la sécurité. Et enfin, le procureur général soutient que les garanties que le Canada a prises au niveau international n'ont aucune pertinence au niveau domestique. Donc, les tribunaux canadiens ne peuvent appliquer ou même prendre en considération de façon importante les obligations importantes du Canada au plan international parce que, par exemple, le pacte sur les droits civils et politiques, encore moins le PIDEST sur les droits économiques, sociaux et culturels, n'ont pas été mis en application dans une législation canadienne et donc n'ont aucune pertinence juridique. Donc, la demande de radiation du procureur général est entendue par la Cour supérieure et le juge Perel rend son jugement au mois d'août 2022 et heureusement, et peut-être de façon relativement étonnante à la lumière de la jurisprudence antérieure, le juge Perel rejette la demande de radiation du procureur général. Et il y a plusieurs aspects très importants de la décision, mais un des aspects les plus importants, c'est que le juge Perel rejette sans équivoque les stéréotypes invoqués par le procureur général. D'ailleurs, il est extrêmement critique face au choix du procureur général de se fier sur les stéréotypes quant aux immigrants qui viennent au Canada pour bénéficier du système d'aide sociale ou des soins de santé. Donc, il rejette carrément ces stéréotypes. Il reproche au procureur général d'avoir invoqué de tels stéréotypes, mais de façon encore plus significative, le juge Perel rejette l'effort du procureur général de déformer la demande de Mme Toussaint. Et le juge Perel reconnaît que Mme Toussaint n'invoque pas un droit d'accès aux soins de santé partout, n'importe quand. Il réitère le fait que Mme Toussaint invoque une atteinte à son droit à la vie et à la sécurité, une demande bien fondée à la lumière de la jurisprudence antérieure, notamment de l'affaire Shaoli, qui reconnaît que les délais d'attente aux soins de santé peuvent avoir un effet néfaste sur la vie et à la sécurité. Et enfin, le juge Perel rejette l'argument du procureur général que toutes ces questions d'accès aux droits positifs à l'article 7, d'accès aux soins de santé à l'article 7 et, de façon encore plus particulière, l'importance du droit international de la personne, des engagements du Canada, la jurisprudence établie par le juge Lebel dans l'affaire Kazemi. D'après le juge Perel, ce sont tous des questions ouvertes quant à la jurisprudence qui doivent être réglées lors d'un procès où le gouvernement du Canada peut bien entendu refaire les mêmes arguments, mais que ce n'est pas... il rejette l'idée que la demande n'a aucun... does not represent any worthy cause
Donc, le procureur général du Canada, bien entendu, So the General Attorney of Canada has brought to appeal the decision of la Cour d'appel Judge de Burrell, l'Ontario and the Appeal a Court of suspendu Ontario suspended the ordinance of Judge Burrell. un litige pour We are décider now going on to a litigation to decide whether Judge Burrell was right, namely on the question that the Attorney General was saying, where he said Madame Toussaint should have gone back to the General Court, that it's an immigration question. That would on be insiste que les obligations de la branche exécutive en matière de droit international, ainsi que les questions de charte, sont de compétence des tribunaux supérieurs, y compris la Cour supérieure. Et je vais, avant de passer la parole de nouveau à Bruce, j'aimerais simplement noter que la décision du juge Burrell, so I would like to note that Judge Burrell, that the et decision non seulement parce qu'il a rejeté la déformation de la demande de Madame Toussaint, mais aussi sur la question du fardeau de la preuve, un autre obstacle important que les demandeurs défavorisés dans les causes de droits socio-économiques confrontent souvent, c'est au niveau du fardeau de la preuve quand vis-à-vis le gouvernement, et évidemment dans le cas de Shaoli vis-à-vis les demandeurs qui sont plus aisés. Et ce qu'on retrouve souvent dans la jurisprudence, c'est que le fardeau de la preuve qu'on impose au gouvernement n'est pas très exigeant relatif au fardeau de la preuve qui est imposé aux demandeurs et défendresses défavorisés. Et dans l'affaire Toussaint, le juge Burrell, c'est évidemment une demande de radiation. La preuve n'est pas, on prend pour acquis que la cause est bien fondée en matière de preuve, mais c'est évident dans le jugement du juge Burrell qu'il a porté attention à la preuve, et ça en raison de son rejet des stéréotypes. Donc, à la Cour fédérale, c'est plutôt les stéréotypes que la preuve qui ont motivé le jugement. Et une autre décision récente, cette fois-ci en Colombie-Britannique, dans l'affaire Cambie Surgeries, où le docteur Brian Day invoque l'affaire Shaoli pour tenter de faire radier toutes les mesures du régime d'assurance santé qui protège le système public. Là aussi, la Cour supérieure et la Cour d'appel de la Colombie-Britannique en 2020 et 2022, les tribunaux en Colombie-Britannique dans l'affaire Cambie Surgeries, en rejetant la demande du Dr. Day, les tribunaux ont été beaucoup plus attentifs à la preuve quant à l'impact de permettre les soins de santé privés sur l'accès aux soins pour ceux et celles qui dépendent sur le système public. Et dans l'affaire Cambie aussi, la Cour a résisté à cette déformation de la réclamation. Et d'ailleurs, la juge décidante à la Cour d'appel a accusé au juge de la majorité d'avoir reconnu un droit positif à l'accès aux soins de santé. Et la Cour d'appel, en reconnaissant que si le docteur Day a raison quant à l'accès aux soins privés, ça doit être vrai que les personnes qui sont trop malades et qui n'ont pas les moyens d'acheter des soins publics doivent eux aussi avoir une demande valable à l'article 7 que de permettre l'accès aux soins privés minerait leur droit à l'accès aux soins fondés sur le besoin plutôt que les moyens. Alors, je dirais, et Bruce va en discuter plus à fond, mais je dirais, de prime abord, évidemment, les deux décisions, Toussaint et l'affaire Cambie, qui vient d'être portée en appel devant la Cour suprême, c'est des points d'interrogation quant aux résultats ultimes dans ces litiges, mais je suis beaucoup plus optimiste
quant à l'attitude des tribunaux dans ces deux causes relatives à l'attitude judiciaire démontrée dans Gosselin, dans Shaoli et bien entendu dans l'affaire Toussaint à la Cour fédérale. Alors, Bruce, je te retourne la parole. Well, thank you so much, Martha. Merci beaucoup, Martha. I think I'm actually going to just jump in on Je crois que je vais juste revenir à la question que j'ai vue dans la boîte de messagerie. Donc, la question, c'est neoliberal anti-socioeconomic rights bias les penchants conservateurs néolibéraux des tribunaux est un problème récurrent systémique. Strategies around strategic litigation and so on, and I would say definitely un rôle important dans les litiges. That is a real concern, and it's one of the reasons why we're hoping. Est-ce que c'est un vrai enjeu? Donc, nous avons vu que les gens ont eu des meilleurs résultats en prenant leur cas decisions, especially from the Federal Court of Appeal. Au cours fédéral, où on a eu des décisions négatives au cours d'appel. Donc, the Federal Court that might change that future, but the negative bias. Les nouveaux this kind of les litigation. nouvelles embauches à la Cour d'appel, ça pourrait changer, mais il reste à voir. Donc, je moment mentionne cela parce que ce qui se passe en ce moment, c'est que of Justice Pearl, which were l'avocat général du Canada a deals with déclaré des ordres généraux finaux qui s'en tiennent à une revue judiciaire des refus fédéraux d'engendrer des demandes de droits humains. Et assigns exclusive il y a jurisdiction aussi un pacte exercises of discretion to the de federal court. droits humains qui reconnaît aussi la discrétion fédérale par rapport à ces questions. Because Et nous allons aussi voir au cours d'appel des enjeux et des questions par rapport à la revue traditionnelle. Et quand ces revues traditionnelles, si ces décisions prises par les tribunaux fédéraux, s'ils prennent ces décisions de la Cour suprême, the Loyola decision dans that suggests that la if some- décision Loyola, the question of charter ça suggère cette question de la charte et est-ce qu'elle peut être considérée comme review and dans un cas de revue administratif? superior courts, of Les course, cours have inherent supérieurs, bien sûr, ont la juridiction sur ces questions-là, mais plus que dans ce cas, jurisdiction to the federal court, and we'll be opposing that. dans ce cas-ci, le procureur général pourrait prendre le dessus sur ces questions. Mais si on prend ces questions au cours provincial supérieur, il pourrait also en fait at prendre issue de l'action the actions of dans une autre direction. decision makers are consistent with international law. Donc, il faut se demander, est-ce que les preneurs de décision au niveau fédéral sont en lien avec les cours internationales? Donc, la question soulève des points importants. Superior court. Est-ce que ces questions vont être adressées aux cours supérieurs ou non, en lien avec les questions internationales de droits humains? Donc, ce que nous avons appris dans ces expériences en termes de stratégie à long terme concernant l'accès à la justice pour des réclamations que nous nommons des demandes socio-économiques. Il y a une ironie en nommant la question de cette façon parce que, comme Martha a expliqué, dans le cas de Toussaint, nous étions vraiment de souffrir par rapport à ces questions de demande quand nous gérons avec des questions de pauvreté aussi. Et nous ne sommes pas en train de se prononcer sur la question que la Charte devrait avoir des standards par rapport au logement ou à la santé
spécifique, mais quand on réclame le droit à la vie ou à la sécurité de la personne ou à l'égalité de la personne dans le contexte d'un système de santé public ou de l'accès au logement, pour quelques raisons, c'est pas considéré comme une demande légitime sous la charte. C'est contradictoire, c'est ironique et c'est absurde. Quand j'ai dit à des gens d'autres pays que notre jurisprudence a été comprise dans des cours inférieurs comme provinciales, que les droits de la santé sont importants, qu'elles sont reconnues comme un droit à la vie, mais que si tu n'es pas assez riche pour pouvoir te permettre des droits aux santé privée, donc tu n'as pas le droit à la vie parce que tu n'as pas le droit au système public. Donc, c'est tellement une idée absurde. Mais voilà où nous en étions avant ce cas que Martha décrivait comme le Canby Surgery. So it's a huge step forward to Donc, have c'est un très grand pas vers l'avant d'avoir clairement identifié cette trouvaille dans une cour qui dit « Nous n'allons plus accepter ce comportement discriminatoire de réclamation par des personnes vivant dans la pauvreté ou des groupes marginalisés, leur droit à la vie, la sécurité de la personne ou de l'égalité sur la base qui s'adonne à ce qu'ils soient dans des circonstances où ils ont besoin de l'accès au système de santé publique ou au système gouvernemental s'ils font face à la pauvreté. Donc, c'est un très grand pas de l'avant d'avoir identifié cette méconception par rapport aux groupes marginalisés et cette incongruence fondamentale dans la charte. Donc, on est dans une situation un peu compliquée parce que là, on doit absolument que le droit au logement et au système de santé soit inclus et de façon consistante avec la reconnaissance de ces droits au Canada. Mais nous voyons maintenant une ouverture internationale, de façon internationale. Ce dont nous faisions référence au Comité des droits humains et à la Commission, c'est de pouvoir se débarrasser de cette fausse dichotomie de droits civiques et de droits politiques. Nous devons affirmer notre indépendance et je crois que nous sommes dans une meilleure position après la décision de justice Perel par rapport au militantisme domestique. Et nous devons maintenant gérer des questions, et je dois dire par rapport à mon travail international, c'est très rétrogressif ce qui se passe ici par rapport au travail international pour reconnaître l'interdépendance entre les droits socio-économiques et les droits humains. Il faut absolument qu'on doit faire reconnaître que ces choses sont intrinsèquement liées. Les droits au logement, si tu n'as pas les droits au logement, tu n'as pas le droit au même système de santé, comme les personnes plus riches. Donc, on revient maintenant au problème qu'on a eu dans le cas de Jajek, que je crois encore aurait dû réussir. Les gens ont mal compris qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là. Donc, c'était un cas qui adressait l'échec du gouvernement canadien à reconnaître le droit au logement et qui disait qu'il y avait une violation des droits de la charte. Les gens qui étaient impactés par le manque de logement. Et on est en train de suggérer qu'il devait avoir plus d'accès. Et la Cour d'appel n'a pas soutenu notre demande pour protéger les sans-abri. Elles ont plutôt suggéré que qu'est-ce qui est mis à l'épreuve présentement est sujet à une revue de la Charte défendue sous la section 1. Et ils ont interprété cette réclamation
Ah, eh bien, il y a les sans-abri, et donc il y a une obligation positive à l'adresser. Je ne pense pas qu'on devait ignorer cela, mais les cours sont dans une position compliquée pour adresser la jurisprudence. On est en train de l'évaluer par rapport à une analyse où on n'est pas en train de référer à une législation particulière. Et ensuite, on utilise cette prémisse pour dire qu'il n'y a rien à faire. Et comment est-ce que le gouvernement peut se défendre? Donc, je pense que c'est des enjeux qu'on doit prendre au sérieux par rapport aux questions socio-économiques. Which didn't really come to fruition and wasn't properly understood by the majority of the Federal Court of Appeal, was a bit different from that. Donc, la question qui est survenue à la Cour d'appel contenait un petit paradoxe. Il y avait des recommandations très claires que le Canada est sous obligation de loi internationale d'implémenter une stratégie pour éliminer le sans-abrisme. Donc, la question que Toussaint est en train de dénoncer, c'est voici la décision qu'on est en train de contredire, de dénoncer, parce que c'est en train de contrevenir de contraindre les lois internationales, comme on a vu et comme a été soutenu par des groupes de recherche. Donc, s'il y a quelque chose de concret que le Canada peut faire en termes de recommandations, donc ça pourrait soutenir quelque chose avec lequel il pourrait travailler au moins. Mais la question avec cette approche, c'est qu'est-ce qui est recommandé par rapport aux obligations de la loi internationale? Ça c'est en train de déclencher un standard beaucoup plus robuste. Parce que là, on peut dire, qu'est-ce que le gouvernement canadien n'est pas en train de faire est en fait plus grave. Donc, si on revient à la décision de justice Perel et on dit, ce qu'on voit, c'est que, on voit que ce que vous êtes en train de dire, c'est que le gouvernement canadien refuse de diviser une stratégie pour vraiment régulariser et fournir une stratégie adéquate. Moi, ce qui m'a vraiment ébahi, c'est si vous travaillez assez avec des justices de droit comme cela, ils disent, vous ne pouvez pas réellement engendrer ces stratégies. On commence à se rendre compte que arrogant and obnoxious and wrong and law that sounds. On commence à décréditer les organes de traité. Donc, si vraiment, ça devient très arrogant, en fait, de dire, même si un corps administratif ou un corps juridique peut énoncer quelque chose, si la Cour n'a pas de responsabilité envers ces corps de recherche et d'expertise reconnus, s'ils n'ont pas besoin de mettre en œuvre les stratégies et les recommandations de ces organes d'experts, alors qu'en est-il? Qu'est-ce que ça représente réellement? Donc, c'est très important de vraiment se pencher vers cela et de dire qu'est-ce que les organes de convention But it has two components. First of all, when Canada... Il y a deux composantes. Donc, premièrement, quand le Canada ratifie un traité, c'est quelque chose qui est scellé aux lois internationales, qui inclut les lois domestiques et internationales. Nos obligations liantes doivent être mises en œuvre en bonne volonté. Donc, c'est un standard qui a été reconnu
comme justiciable. C'est un principe général de la loi, décrite même comme international. C'est un principe de droit fondamental. C'est au cœur de la description de tout ce qui est considéré raisonnable. Donc, il y a toutes ces lois qui existent qui peuvent être appliquées à toute décision pour refuser ou quand on échoue de mettre en œuvre une loi et elles sont directement renforçables. Et ça ne se lave pas de juste simplement dire « Ah oui, on est d'accord avec ce que la Commission des droits humains dit. » Donc, bien sûr, comme Martha décrit, c'est clair que ces types de décisions sont sujettes à une revue pour pouvoir être en complémentarité avec la charte. Et elles doivent aussi être raisonnables et doivent être basées sur des principes de loi qui sont maintenant basés sur la décision Pavlov qui tient compte des contraintes par rapport au Canada et aux lois internationales. Followed all these procedures to get a clear finding and recommendation from a UN treaty body and a clear decision from Canada that can now be reviewed based on these principles of good faith, charter compliance. On peut revoir selon la conformité à la charte. Donc, on peut trouver ces décisions ailleurs. On peut demander à la Commission des droits de la personne d'émettre des recommandations à propos des obligations internationales du Canada, les obligations provinciales au niveau international. Nous avons besoin d'une structure pour qu'on puisse revoir ces décisions. Il y a des périodiques où le Canada émet des recommandations à propos des autres États, il les accepte, il les infirme. Donc, le problème de justiciabilité, eh bien, j'aimerais mentionner que dans ce contexte, finalement, le droit au logement, c'est un droit socio-économique qui obtient beaucoup d'attention à cause des violations horribles qui se produisent à travers le Canada. Mais si on regarde le statut du droit au logement dans le droit domestique, on a la stratégie du logement national qui fait partie. Ça a été un droit fondamental au logement, comme c'est compris dans le droit international. Et il y a des procédures, par exemple, les défendeurs du droit au logement et un panel émettent des recommandations au gouvernement du Canada pour savoir ce qu'il doit faire pour se conformer à ce droit selon les critères internationaux. Ici, nous avons une structure en place où le Canada, son refus d'adopter des recommandations, on pourrait les revoir utilisant les mêmes standards qui sont utilisés dans l'affaire Touzin. Donc, de façon stratégique, si nous travaillons à créer des chartes, des lois qui font référence des obligations provinciales, fédérales et locales selon les critères internationaux. Et même si ces recommandations ne sont pas contraignantes, mais au moins ils font des recommandations basées sur des déclarations et de dire qu'elles ne sont pas contraignantes, mais il y a des standards qu'on ne doit pas ignorer, surtout qu'on parle de droits de la personne fondamentaux. Donc, on a beaucoup à faire. Merci. Et maintenant, on va passer à la période de questions. Merci beaucoup, Martha et Bruce. Très intéressant de vous écouter et d'avoir cet aspect aussi stratégie qui me semble être important à nommer. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est permettre à nos auditeurs, aux personnes présentes dans la salle de poser des questions. Donc, vous pouvez bien sûr procéder en inscrivant vos questions dans le fil de discussion. Vous devez aller dans la section Q&R dans le bas de l'écran.
Et à ce moment-là, Valérie va pouvoir lire vos questions et les poser aux conférenciers. Et en attendant que ces questions s'écrivent, moi, je vais en profiter pour casser la glace et peut-être poser une première question à Bruce en lien avec ce qui se fait au niveau international. Le gouvernement du Canada, j'ai souvenir que lors du dernier passage du Canada devant le comité la commission des pardonnez-moi, le comité la commission des droits de l'homme, le Canada, est-ce qu'il ne s'est pas engagé dans le contexte du mécanisme d'EPU? Est-ce qu'il ne s'est pas engagé à cesser de plaider que les droits économiques et sociaux n'étaient pas justiciables? If I'm not mistaken, I think that relates to oh, I'm sorry. Je pense que c'est en lien. On parle plutôt de quelque chose qui avait été déclaré il y a quelque temps au début de cette demande de révision par le Comité des droits de la personne. Mais ce dont je me souviens, c'est que lors de ce processus de révision, ils ont demandé si le droit à la vie, la façon dont c'est interprété par le Canada, est-ce qu'on doit inclure les droits socio-économiques afin de protéger le droit à la vie? Et que ces exigences seraient des exigences minimum qui seraient différentes des exigences selon le pacte. Et par la suite, le comité sur les droits sociaux culturels, on leur a demandé de ne plus utiliser ce genre d'argument. Et je ne suis pas certain que le Canada s'est engagé à arrêter, mais ils ont dit, nous reconnaissons qu'il y a des liens entre ces différents enjeux. Et c'est lorsqu'ils ont essayé de présenter la plainte de Nell comme si c'était elle parlait de droit, d'accès au droit d'avoir des soins de santé gratuits ou bien qu'elle demandait, des privilèges. Je ne suis pas certaine. Dans le cadre de l'examen périodique universel, lorsqu'on parle je vous enverrai un petit message, Bruce, pour en discuter. Et donc, essentiellement, ce qu'on retient de votre intervention, c'est que l'enjeu actuel, c'est un enjeu de méthodologie, dans le sens où il faut qu'on ait impérativement une décision à se mettre sous la dent. Et c'est dans ce sens-là, il faut qu'on ait quelque chose à se mettre sous la dent, comme vous le disiez, Bruce. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a un pas en avant. Yes, a decision with respect oui, une décision, par exemple, on parle de la non-conformité par rapport aux obligations, par rapport aux droits de la personne. Et lorsque la Cour suprême du Canada, par rapport à Nelson, ce ne doit pas être que des aspirations, ce sont des nécessités morales et légales. Et comment est-ce que ce sont des obligations juridiques? La question qu'on doit se poser est ce n'est pas adéquat ou correct que le Canada, parce qu'il a un système binôme, que ces lois ne sont pas contraignantes. Ils ont interprété cela comme s'ils étaient exemptés de ces exigences lorsqu'ils contreviennent au principe. On a une façon différente de s'assurer l'accès à la justice, changer les lois pour s'assurer que tous aient accès à la justice, de bien interpréter ces lois
en conformité avec les obligations du Comité des droits de la personne et bien sûr d'interpréter nos lois et nos chartes et ses obligations. L'affaire Nel Toussaint ça a vraiment concrétisé tout cela parce qu'elle elle a comparu devant le tribunal. Elle a utilisé la décision du Comité des droits de la personne comme le tribunal a jugé que je devais le faire. Qu'est-ce que ça veut dire pour mes droits de la personne, pour les migrants irréguliers qui se trouvent dans la même situation où je me trouvais? Qu'est-ce que ça veut dire sur mes droits à être indemnisé puisqu'on a contrevenu à mes droits? L'argument que le Canada présente, eh bien, ça voudrait dire qu'on se présenterait devant le Comité des droits de la personne et cette décision ne voudrait rien dire et je ne pense pas que ça fonctionnera, du moins plus à l'avenir. Valérie, je vais te laisser lire les questions. Oui, exact. Donc, je vous remercie déjà pour les belles questions et les belles réponses. Alors, une première question de David Lessard-Gauvin. À un moment ou à un autre de vos litiges, avez-vous utilisé la Convention relative aux droits des personnes handicapées? Celle-ci intègre les droits civils et politiques ainsi que les droits socio-économiques. De plus, le Canada s'est déclaré lié à la Convention et au protocole facultatif. Par ailleurs, il y a maintenant une Canadienne qui siège sur le Comité des droits des personnes handicapées. Si vous n'avez pas utilisé ce traité international, y a-t-il des raisons particulières? La question est posée à l'un ou l'autre des conférenciers, conférencières. Alors, si vous permettez, je vais passer cette question à Bruce. I know we referred to the convention relating to people with disabilities. Je sais qu'on parle cette convention sur les droits des personnes vivant avec un handicap. Par exemple, le utilise des protocoles optionnels. Bruce en saurait beaucoup plus à ce sujet. C'est une excellente question. Quand le Canada a ratifié le protocole sur les droits des personnes vivant avec un handicap, cette convention est unique puisqu'elle combine les droits politiques et civiques lorsqu'on parle de non-discrimination avec les droits socio-économiques et le droit au logement et surtout l'article 19 de ce pacte. C'est assez clair puisqu'on a des obligations de l'État pour s'assurer le droit à la vie dans la communauté avec le soutien nécessaire. Et les stratégies que nous utilisons dans l'affaire Toussaint, ces stratégies peuvent aussi être utilisées. Ça peut être lorsque les recours domestiques ont été épuisés. Malheureusement, ces choses prennent du temps. On doit utiliser tous les recours domestiques devant les tribunaux canadiens. Ça a pris 4 ans dans l'affaire Toussaint avant d'obtenir un résultat. On ne peut pas tout simplement se fier à ce processus. On doit se fier que ce processus invoqué change notre culture judiciaire. Mais ce que j'aimerais mentionner, une affaire importante devant les tribunaux de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse pour les droits des personnes vivant avec un handicap pour qu'elles puissent habiter dans la communauté avec du soutien. Donc, ils sont présentement à la période de négociation pour trouver une solution systémique et s'ils n'y parviennent pas, donc on pourrait peut-être utiliser le protocole optionnel, mais je suis d'accord avec cette question. C'est un domaine où il y a beaucoup de potentiel. Il y a tellement de choses qui ont été positives grâce à cette jurisprudence. Nos tribunaux
ont beaucoup de compréhension par rapport au droit à l'égalité et que ça veut dire que ça vient avec des devoirs pour les gouvernements et les autres parties prenantes, surtout lorsqu'on parle de handicap. Et je ne pense pas que ce soit un accident qu'une des meilleures décisions rendues pour comprendre l'interdépendance, le droit à la santé et le droit à la non-discrimination et la décision dont Martha a parlé. Merci, Bruce, Merci, Bruce, pour la réponse. pour cette réponse. Alors, je vais lire la deuxième question dans La notre deuxième bulle. question. Alors, c'est de Guillaume Rivard. Je lis lentement pour la traduction. Le fait que le Canada reconnaît désormais ses obligations en vertu du PIDES, tel qu'indiqué dans la loi sur la stratégie nationale sur le logement. Est-ce que ceci a le potentiel d'ouvrir la jurisprudence canadienne à la reconnaissance des autres droits socio-économiques? Et là encore, parce que Bruce est un des architectes de cette législation et il travaille de façon active sur Parce que en vertu de cette nouvelle loi, je vais lui laisser la parole. Yeah, it's another great question. At least within federal jurisdiction. Au moins dans la juridiction fédérale, la question qui se pose est juste. Ça veut dire que il y a des choses qu'on pourrait présenter aux tribunaux. Je pense que le modèle de reddition utilisé dans la législation, on ne devait pas tout simplement se fier aux tribunaux, mais on devait parler des échecs des tribunaux canadiens lorsqu'on parle des violations systémiques, par exemple, comme le droit au logement. Donc, les mécanismes utilisés pour la loi nationale sur le logement se restreignent sur des enjeux systémiques et les recommandations sont celles qui s'appliquent au gouvernement fédéral. Et je pense que le modèle, c'est quelque chose que nous pouvons répéter au niveau provincial et territorial. Nous devons avoir des législations provinciales et territoriales comme la loi nationale sur le logement, les droits sociaux économiques, comme des droits fondamentaux et comme des lois nationales et créer des mécanismes où le Canada doit être imputable, tout comme les mécanismes internationaux, et même si ces mécanismes internationaux ne rendent pas des décisions contraignantes, le Canada pourrait être je pense que les préoccupations traditionnelles de reconnaître le droit au logement comme un droit contraignant au Canada, c'est seulement les exécutifs qui reconnaissent le droit au logement par rapport au pacte et ces gens ne peuvent pas rédiger des lois. Maintenant, on a une loi au Parlement qui peut reconnaître le droit au logement. Savoir quels genres de droits sont contraignants devant les tribunaux. Il y a beaucoup de potentiel au niveau fédéral pour s'assurer que qui soulage certaines des préoccupations lorsque les cours doivent adopter ou, comment dire, s'assurer que d'instaurer ces droits. Dans le chat questions-réponses, c'était la dernière question. Christine, si un mot de la fin ou une autre question de ta part. Ah, il y en a une autre qui vient d'apparaître. Alors, de Caroline Lepage, elle s'adresse encore une fois aux deux conférenciers. Est-ce que la revendication d'un plus grand respect des droits socio-économiques des enfants
reconnus notamment dans la Convention relative aux droits de l'enfant, pourrait faciliter leur reconnaissance pour d'autres groupes marginalisés? Si je peux répondre de façon un peu indirecte, c'est une des litiges, un des litiges les plus intéressants dans le moment en Ontario, c'est l'affaire Mather, où on évoque les garanties de la Charte canadienne pour contester l'inaction du gouvernement fédéral en matière du climat, l'action climat et le réchauffement. Et là, on dépend énormément, non seulement sur l'argument que l'inaction est discriminatoire à l'égard des jeunes en fonction de la garantie à l'article 15, la garantie d'égalité à l'article 15 de la Charte canadienne. On invoque les garanties à l'article 7 de vie et sécurité et le toile de fond, évidemment, des garanties internationales. Donc, encore, pour l'instant, je ne connais aucun litige dans lequel on évoque directement le pacte en matière d'enfants. Et Bruce, je ne sais pas pour ta part, if you're aware of any litigation relying on the Children's Covenant or the potential of that. Bruce, je ne suis pas certaine si vous êtes au courant. Je crois qu'il y en a sûrement des cas, mais je ne peux pas y penser présentement. Il y a un protocole optionnel présentement donc, on pourrait pousser le Canada pour mettre en œuvre une stratégie semblable pour les jeunes. Donc, j'aimerais essayer de diriger le Canada dans une autre direction que les protocoles optionnels. Oui, c'est sûr que ça arrive. Merci, Martha. Nous avons encore le temps pour une dernière question. Alors, sentez-vous très à l'aise d'intervenir dans le fil de discussion, questions et réponses? Et donc, j'ai envie de poser une dernière question pour la suite des choses. Donc, Martha et Bruce, est-ce que vous restez impliqués dans le dossier en direction de la Cour d'appel? Concrètement, dans un avenir très pragmatique, comment est-ce que les choses vont se dérouler? Dans l'affaire Toussaint, bien sûr. Bien, on est en discussion, évidemment, puis il y a toujours la question des ressources, non seulement financières, mais humaines. C'est un litige qui date depuis plus qu'une décennie et Bruce en particulier a consacré des centaines d'heures pro bono. Mais notre intention pour l'instant, c'est que la coalition du Comité de la Charte et les questions de pauvreté, nous allons faire demande d'intervenants dans l'audience devant la Cour d'appel de l'Ontario. Et si, à moins que la demande de radiation soit accordée ou qu'on nous renvoie à la Cour fédérale, on continue absolument dans les procédures. C'est bien de terminer avec cette vision très pragmatique des choses parce qu'on parle de litige stratégique, on parle d'arguments et tout ça, c'est hyper stimulant, d'autant plus chez les juristes que nous sommes, mais il en demeure pas moins que les enjeux d'accès et de moyens et de ressources, comme vous venez de le mentionner, Martha, c'est assez central. Puis c'est souvent dans l'angle mort, mais bien entendu, c'est au cœur des stratégies. Alors, si personne d'autre ne souhaite intervenir, je vous laisse encore 1 minute. Personne d'autre ne souhaite poser une question?
Très bien. Alors, une dernière, c'est vraiment une curiosité. Ce n'est pas une question, c'est plutôt une curiosité. Mais le juge Perel, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous connaissez sa jurisprudence? Est-ce qu'il a des traits particuliers qui pourraient expliquer sa décision qui, en effet, est somme toute assez, j'ai presque envie de dire, impressionnante. En tout cas, si on compare à Tanujaja, bien sûr. Bien, ce que nous avons entendu dans les coulisses, c'est que le juge Perel est un juge extrêmement habile, intelligent, et la raison qu'on ne l'a pas promu à la Cour d'appel de l'Ontario, c'est qu'il est l'expert en Ontario en matière de recours collectif. Donc, c'est lui qui fait des gros dossiers très complexes, tant au privé qu'au public. Et on était très encouragés. Par exemple, c'est lui qui a rendu la décision antérieure en Ontario en matière de recours collectif pour solitary confinement, l'isolement dans le contexte pénitentiaire, où il a rendu un jugement très progressiste. Alors, on a bien tombé, c'est certain, au niveau du juge Perel. Je ne sais pas, Bruce, si tu veux ajouter de quoi. I would just like to say that. Je rajouterais que une chose que j'ai trouvée étant très importante dans ce procès, c'est que quand quelqu'un comme Justice Perel se met à risque et se mettra volontiers dans une position qui peut être compromettante et qui réussit. C'est intéressant, mais il récolte vraiment une faveur dans la communauté de droit. Donc, quand on a vu dans le cas de Cambie Surgery, donc, des fois, on voit ça quand le cas va de l'avant, mais le cas Toussaint n'a pas reçu autant d'attention. Il y a certains juristes qui ont écrit de façon chevaleresque à cet égard, mais il n'y a pas réellement eu beaucoup d'attention. Et nous croyons que ça serait incroyablement utile si on pouvait récolter plus de soutien. Pour l'affaire Toussaint, éventuellement, à publier sur le sujet. Alors, il ne me reste qu'à vous remercier, bien sûr, Martha et Bruce. Merci pour votre temps précieux. C'est vraiment très apprécié. Ce fut très instructif, très intéressant d'avoir à la fois le côté théorique, développement du droit, arguments juridiques, mais aussi l'aspect plus stratégique, concret, terrain, litige. Je pense que, en ce sens, vos deux conférences avaient une valeur ajoutée incontestable. Alors, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci à toutes les personnes présentes, bien sûr. Nous vous solliciterons par la suite également pour vous inviter à d'autres conférences. Merci à Marie-Michelle Pelletier de la Faculté de droit qui nous a aidés dans l'organisation du webinaire. Merci à Valérie Kelly, notre coordonnatrice de la communauté de recherche Comrade. Et merci à la Coop Largo et à nos deux interprètes précieuses également. Merci pour votre travail. Un petit mot en saluant le CRDP qui a contribué financièrement à payer les frais d'interprétation et bien sûr au CRSH qui nous soutient financièrement. Alors, merci à toutes et tous. Au revoir, à la prochaine. Merci. Thank you so much, and thanks for the great questions.